Ah, le bicarbonate. En réanimation, on le voit partout. C'est un peu le geste réflexe. Mais est-ce que ça marche vraiment? C'est une question qui divise, et pas qu'un peu. Alors, allié indispensable ou fausse bonne idée? C'est ce qu'on va essayer de démêler aujourd'hui. Voilà, on est en plein dedans. La question qui fâche, finalement, c'est celle-là. Est-ce qu'on est en train d'améliorer le sort du patient ou est-ce qu'on se fait juste plaisir en voyant un chiffre, le pH, remonter sur le moniteur? C'est ça le vrai enjeu. Ok, on attaque le vif du sujet, le dilemme du bicarbonate, vu sous l'angle de la physiologie. Pour bien comprendre tout le débat, il faut revenir aux bases. Comment ça marche en théorie et surtout à quel moment est-ce que ça peut commencer à coincer? Alors, quand le corps fait face à une acidose métabolique, il a ses propres armes. Il se met à hyperventiler pour souffler le CO2. Et les reins, eux, ils se mettent au boulot pour jeter l'acide. C'est un système de défense bien rodé. Le problème, c'est qu'en réanimation, les patients sont souvent tellement mal en point que ces mécanismes, ils sont complètement à la ramasse. Et c'est là qu'on se dit « Allez, on va donner un coup de main, on sort la poche du bicarbonate ». Sur le papier, c'est super simple. On injecte le produit, hop, il se dissocie, ça change la balance des ions et, magie, le pH remonte. C'est exactement ce qu'on voulait. Oui, mais voilà, il y a un mais. Et c'est un mais de taille. C'est cette petite équation chimique qui change absolument toute la donne. En neutralisant l'acide, le bicarbonate va forcément, inévitablement créer du gaz carbonique, du CO2. On ne peut pas y échapper, c'est de la chimie pure. Et ce CO2, c'est lui, le vrai problème. Parce que ce gaz, il faut bien l'évacuer. Une personne en forme, pas de souci, elle va juste respirer un peu plus vite et c'est réglé. Mais notre patient en réa, lui, il ne peut pas. Soit parce qu'il est sous respirateur avec des réglages fixes, soit parce qu'il est en état de choc, en arrêt cardiaque. Bref, il est coincé avec ce CO2 qui s'accumule. Et là, le remède peut devenir pire que le mal. Et attention, parce que tous les bicards ne se valent pas. On a d'un côté les solutions hypertoniques, super concentrées. Ça, c'est très puissant pour faire monter le pH, mais on inonde le patient de sodium. C'est une véritable bombe de sel. De l'autre côté, on a les solutions isotoniques. C'est plus doux, moins de sodium, mais il faut en passer des litres. Et là, le risque, c'est la surcharge en eau. Donc, dans tous les cas, il y a un prix à payer. Bon, on a vu la théorie, la physiologie, les risques potentiels. C'est bien beau tout ça. Mais dans la vraie vie, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que les études cliniques, celles faites sur de vrais patients, nous disent vraiment? Alors, autant le dire tout de suite, le bilan est plutôt décevant. Ça fait des dizaines d'années qu'on l'utilise et pourtant, quand on regarde les grandes études, pas de miracle. On n'arrive pas à prouver une amélioration claire, ni sur l'hémodynamique, ni sur la mortalité, et même pas sur la perfusion des organes. C'est un peu la douche froide. Et si on zoome sur des cas bien précis, c'est pareil. L'acidose lactique, l'acidocétose diabétique, le bicarbonate ne change rien. Ce qu'il faut, c'est traiter la cause. Point final. Et pour l'arrêt cardiaque, c'est encore plus clair. Les recommandations internationales disent non. Pourquoi? Justement, à cause de cette histoire de CO2 qu'on ne peut pas éliminer. C'est une situation où c'est carrément déconseillé. Mais il y a quand même une lueur d'espoir. Une situation bien particulière où les choses semblent différentes, c'est l'insuffisance rénale aiguë quand elle est vraiment sévère. Là, 2 très grosses études, Bicar-ICU et Bicar-ICU2, ont montré un petit quelque chose, un signal qui a attiré l'attention. Et c'est là que tout est dans la nuance. Attention, le bicarbonate n'a pas sauvé plus de vies. La mortalité globale n'a pas bougé. Et ça, c'est quand même le critère numéro 1. Par contre, on a vu qu'il y avait moins de patients qui finissaient en dialyse. C'est donc un bénéfice, oui, mais c'est un bénéfice très spécifique, très ciblé. On ne parle pas de survie. Alors, au final, on en conclut quoi? Que le bicarbonate, ce n'est pas du tout un marteau-piqueur qu'on sort pour n'importe quelle acidose. Non, c'est plutôt un outil de haute précision, un scalpel. Donc, si on doit l'envisager, c'est vraiment avec d'infinies précautions. Il faut un tableau bien précis, une acidose gravissime, un pH dans les chaussettes qui menace directement la vie du patient, et même là, ça reste une solution temporaire. C'est un pont, une béquille, le temps qu'on traite la vraie cause du problème. Ce n'est jamais le traitement de fond. Et même quand on coche toutes ces cases, il ne faut jamais oublier la liste des risques qui vont avec. La surcharge en sel, en eau, l'hypercapnie, avec ce fameux CO2, tout ça, ce ne sont pas des surprises. C'est écrit noir sur blanc dans la physiologie du produit. C'est prévisible, donc il faut absolument les anticiper et être prêt à les gérer. Et tout ça, ça nous amène à un changement de perspective. Et si depuis le début, on se posait tout simplement la mauvaise question? Le vieux réflexe, c'est de se demander « Ok, quelle dose je mets ?» Mais la vraie question, la question intelligente, ce serait plutôt « Est-ce que les poumons de mon patient sont capables d'éliminer tout le CO2 que mon bicarbonate va fabriquer ?» Ça change tout. Ce n'est plus une question de dose, mais une question de capacité d'élimination. C'est un vrai changement de logiciel.
Et on va se quitter là-dessus, sur cette idée. La physiologie d'abord, le réflexe thérapeutique ensuite. Avant de se jeter sur la seringue pour corriger un chiffre, il faut prendre une seconde pour réfléchir aux conséquences. Et c'est sans doute ça, la leçon la plus importante de tout ce débat.